Rebonjour à tous. On enchaîne avec la deuxième partie de la présentation de l'outil Onyxia, donc votre outil Data Science pour ce hackathon, qui vous est présenté par Peng-Fei et Romain de l'INSEE et qui vont faire un focus sur des fonctionnalités avancées de l'outil. Merci. Bonjour à tous. Donc vous m'avez déjà vu hier, Romain Avoine de l'INSEE et Peng-Fei Liu qui m'accompagne aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, ça va être... Hier, vous avez vu la présentation des fonctionnalités globales d'Onyxia, la plateforme, comment elle fonctionne, le stockage, Git. C'est vraiment ce qui va vous intéresser le plus dans ce hackathon. Mais bon, un hackathon, c'est aussi le moment d'apprendre des trucs intéressants. Donc on veut vous montrer un peu cette plateforme, vu qu'elle vous sera aussi disponible pour tous ceux qui sont en formation ou agent de l'État, elle vous sera disponible après le hackathon. Bah, c'est l'occasion de vous montrer des trucs qui peuvent vous servir pendant le hackathon, mais aussi après. Alors, donc on va vous présenter un peu trois mini-sujets qui peuvent vous intéresser pendant ce hackathon et après. Le premier, ça va être d'utiliser les services, l'utilisation un peu fine des services, et notamment d'utiliser tout ce qui est GPU, les ressources un peu entre guillemets rares sur la plateforme. Alors bien sûr, je n'avais pas prévu la présentation d'avant. Nous, on n'a pas la puissance d'un supercalculateur, c'est évident. On a quand même le mérite d'avoir quelques GPU, pas mal en fait, sur lesquels vous pouvez au moins, pendant la phase de développement, peut-être les utiliser et voilà, travailler là-dessus et donc faire, notamment pour le challenge numéro 3 de détection d'images, si vous voulez développer votre solution sur peut-être un échantillon d'images avant de passer sur vraiment la production sur le supercalculateur, voilà, c'est possible. Donc du coup, première partie de cette démo, c'est un peu vous montrer ça. Donc du coup, on va voir un peu. Donc je vous avais dit hier, hein, le service principal qui va vous intéresser, c'est certainement Jupyter. Vous allez certainement pour la plupart faire du Python. Alors je veux juste parler de deux nuances qui sont importantes à l'utilisation. Donc quand vous êtes sur la plateforme, on a vu la plateforme comment elle marchait hier, donc je ne refais pas le tour. Quand on lance un service, donc on a dit qu'on avait tout un tas de petits modules de configuration qui sont assez importants. Notamment, il y a quelque chose d'assez important qui est vraiment une remarque de sécurité, enfin un détail de sécurité, mais quand même assez important pour vous, c'est qu'il y a une protection par IP des services par défaut. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le service, si vous la laissez cocher, vous pouvez utiliser le service que là où vous l'avez lancé. Donc typiquement, si vous ensuite vous reprenez le service chez vous, vous verrez que ça ne marche pas. Donc du coup, il faut décocher cette case si vous voulez pouvoir l'utiliser n'importe où. C'est juste une petite notion, mais qui est assez importante au début. Donc ensuite, sur les services qui peuvent vous intéresser pendant ce hackathon. Alors, regardons le catalogue ensemble. Donc, globalement, les deux premiers sujets du hackathon, c'est avant tout de l'open data et ça va avant tout consister à croiser des sources en open data. En fait, aller chercher plein de sources différentes, les croiser, peut-être faire de l'appariement, ce qui n'est pas toujours facile d'apparier des sources, surtout quand elles ne sont pas été produites par le même producteur. Donc du coup, dans ce genre de cas, c'est assez intéressant de réfléchir à la structure des données qu'on utilise pour faire ces jointures et toutes ces choses-là. Donc pour ça, je ne vais pas faire de démo là-dessus, mais je vous dis que ça existe. Vous avez tout un tas de bases de données possibles, donc qui sont donc globalement des manières de représenter et d'organiser la donnée sur le stockage, que vous pouvez utiliser. Donc typiquement, si vous allez avoir plein de tables un peu de type transactionnel sur lequel vous allez faire beaucoup de jointures et essayer de joindre pas mal de tables ensemble, bah, typiquement, on fait pas mal de Postgre, donc du SQL, que vous devez un peu connaître, de la jointure classique. Et donc, vous avez un service qui s'appelle Postgre pour faire ça. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Donc, typiquement, si vous voulez faire, comme je l'ai dit, un peu du pattern matching, c'est-à-dire joindre des sources qui sont floues. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, des adresses et vous voulez joindre des sites. Ça pourrait vous intéresser pour les deux premiers challenges. Avoir des bases de données différentes, mais que vous voulez joindre sur des adresses. Bah, typiquement, les adresses sont généralement pas écrites pareil, donc un matching pur ne va pas marcher. Dans ce cas, on fait par exemple du matching flou. Et typiquement, on a un moteur de recherche sur la plateforme qui s'appelle Elasticsearch, qui est assez connu en data science, et qui vous permet de faire ce genre d'application de manière robuste et assez simple. Voilà, il y a d'autres choses encore. Il y a par exemple MongoDB, si vous avez des structures de type document, donc qui ne sont plus des tables transactionnelles, mais plus des documents.
Et aussi, vu que pour le challenge sur les sites d'énergie, ça peut être des structures de graphes, souvent. Et donc, vous avez Neo4j qui est une base de type graphe. Voilà, donc je ne fais pas une démo approfondie de ces choses-là, mais parce que ça prendrait du temps et que ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais sachez que vous avez différentes manières de représenter et structurer la donnée parmi nos services, dans notre catalogue, et que vous pouvez explorer tout ça. C'est surtout intéressant parce qu'à la base, vous avez certainement essayé de faire ça en Python, classiquement. Si vous voyez que vous avez des problèmes de performance sur les jointures, que vous voyez que ça ne tourne pas en temps raisonnable, bah, ça vaut le coup de se poser la question de comment on structure la donnée dans des structures plus pertinentes. Et donc, ces structures-là, elles peuvent être intéressantes si vous avez des problèmes de performance. Voilà, donc ça, c'était la première partie, un peu abstraite, mais juste pour vous expliquer que ça existe. La deuxième partie, donc c'est plutôt pour le challenge 3. Donc, encore une fois, bon, bah, j'ai modulo la présentation d'avant que je n'avais pas prévue. Mais voilà, si vous voulez en tout cas développer et avoir quelques GPU pour faire, du deep learning sur des éléments graphiques, donc typiquement en l'occurrence de la reconnaissance de bateaux, si je me rappelle bien, enfin de la détection de bateaux, bah, vous pouvez utiliser là encore nos services. On a une vingtaine de GPU qui sont accessibles et qui peuvent vous permettre au moins dans la phase de développement de développer de manière un peu flexible. Donc, je vais vous montrer très rapidement ça. Donc, dans le catalogue de services, on a deux choses qui vont vous intéresser. Donc, le Jupyter, c'est du Python un peu classique et du Spark. Si vous voulez faire du PyTorch, donc, qui est un des frameworks de deep learning les plus connus, avec du GPU, le service qui va bien s'appelle FastAI. Vous connaissez là aussi peut-être. Là encore, je vais faire la démo juste après. Ça vous ouvre un Jupyter sur lequel il y a des GPU intégrés. Enfin, vous pouvez en tout cas les prendre. Donc, typiquement, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Au moment de la configuration de ce service, si vous allez dans les ressources, vous voyez que là, ici, vous pouvez réserver 1, 2, 3 GPU. Alors, comme je vous ai dit, nous, on n'en a pas des milliers. Donc, ça implique que pour que tout le monde en ait, de ne pas exagérer. Et surtout, une fois que vous avez fini votre phase de développement, de ne pas oublier de quitter le service, de le supprimer, pour que ça puisse être redistribué au reste des utilisateurs. Voilà, c'est assez important. Voilà, donc si je ne vais pas le lancer, parce que ça prend un peu de temps, mais si j'avais lancé ça, eh ben, j'aurai ce service que j'ai ici. Donc pareil, toujours, je vous redis, le README dans lequel vous avez le petit mot de passe d'accès. Et donc si je lance ça, j'arrive sur un Jupyter, mais cette fois un Jupyter qui a des GPU d'intégrer, donc en l'occurrence 1. Et donc là, j'ai pris une petite application toute bête de classification d'images pour vous montrer en PyTorch qu'on peut avoir des petits GPU. Donc, regardons à quoi ça ressemble. Donc voilà, des images classiques avec un label. Un réseau de neurones convolutifs, donc convolutionnel, donc typiquement quelque chose qui nécessite des GPU, sinon ça finit jamais. Pour ceux qui ont essayé, on le sait à peu près. Et donc, ce qui est important, c'est ici, vous voyez que par défaut, vous avez, quand on regarde le device, c'est CUDA. Donc, du coup, c'est bien, vous avez bien un GPU qui a été réservé. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire 1, 2 ou 3. Vous verrez du coup 1 ou 2 ou 3 GPU. Et donc, du coup, ça vous permet, au moins sur des petites applications, donc typiquement un échantillon de vos données, de travailler de manière assez flexible dans un petit Jupyter. Voilà. Et donc là, on a un entraînement qui se fait et qui se fait beaucoup, beaucoup plus rapidement que si on le faisait sur CPU, et pour ne pas dire infiniment plus rapidement. Voilà. Donc ça, c'était l'exemple si vous utilisez PyTorch, qui est un des deux grands frameworks. L'autre solution, c'est d'utiliser TensorFlow. Et donc, on a aussi un service TensorFlow. Donc, de la même façon, il faut réserver la GPU au début, si vous avez besoin de GPU. Et donc, du coup, ce service, c'est la même chose. Ça amène sur un Jupyter dans lequel vous avez des GPU d'intégrer. On peut s'en convaincre très rapidement. Vous voyez que j'ai un CPU en device, mais j'ai aussi un GPU. Donc, il a repéré, là encore, mon GPU. Et surtout, ce qui est bien avec TensorFlow, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a rien besoin de changer dans le code. En fait, il prend le GPU par défaut. Donc, typiquement, on n'a rien à faire. Et donc, j'ai fait exactement la même application sur le même dataset avec, pareil, un petit réseau convolutionnel. Et il utilise tout ça sur GPU. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça va très vite. Voilà. Donc, encore une fois, pour la phase de développement, que vous fassiez du TensorFlow, que vous fassiez du PyTorch, que vous fassiez du Keras, du coup, sur TensorFlow, puisque c'est jamais qu'un wrapper au-dessus de TensorFlow, enfin, pas un wrapper, mais une surcouche au-dessus de TensorFlow, vous pouvez utiliser tout ça dans le cadre du Data Lab. C'est à vos dispositions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, peut-être sur l'utilisation de GPU, de ressources rares dans le cluster, ou je passe à l'application suivante? Tout le monde est convaincu? Très bien.
Voilà, donc voilà pour la première application qui est d'utiliser des ressources entre guillemets un petit peu rares qu'on a beaucoup moins sur son ordi perso, ça c'est sûr. Et à part Colab, voilà, il n'y a pas grand-chose pour faire ça. Donc c'est assez pratique. Si vous pouvez utiliser différents frameworks, tout est à peu près installé pour vous et configuré, ce qui est assez appréciable dans le cadre d'un hackathon de 2 semaines. Maintenant, deuxième application, quelque chose qui n'a rien à voir, à vrai dire, mais qui est aussi permis par la plateforme et peut-être même encore plus, on va dire, peut-être même encore plus quelque chose qui est vraiment spécifique à la plateforme et que pour le coup, vous ne pourriez pas du tout faire avec un service comme Google Colab ou autre, c'est de déployer des applications. Parce que ce qui tourne derrière, en fait, c'est un cluster Kubernetes. Et donc, du coup, ben, concrètement, vous êtes sur nos serveurs à l'INSEE et vous pouvez déployer des applications. Et ça, c'est vrai que ben, sur un hackathon de 2 jours, ce n'est pas envisageable. Sur un hackathon de 2 semaines, beaucoup plus. Et donc, typiquement, ça fait toujours un petit effet waouh de déployer quelque chose avec une URL que le jury peut lui-même déployer. Enfin, sur une URL que le jury peut lui-même aller requêter par rapport à juste une petite animation graphique, mais qui est vraiment dans votre notebook sur un notebook Jupyter. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vais essayer de vous montrer que c'est pas facile, mais en tout cas faisable en un temps fini, et surtout qu'il y a les ressources disponibles. On a des templates de code sur GitHub qui vous permettent de faire ça de manière assez simple. Donc, je vais essayer de vous en convaincre maintenant. Donc pour ça, j'ouvre un Jupyter et je vais vous montrer comment je pars d'une application interactive type celle que vous pourriez développer dans le cadre de votre hackathon, et comment je passe d'un cadre où je suis dans mon notebook à un cadre où elle est déployée en production, c'est-à-dire à une URL que tout le monde peut aller requêter. Donc voilà, un petit notebook typique de data science. On ne va pas s'intéresser en détail à l'application parce que c'est vraiment un prétexte pour vous montrer. Donc voilà, il y a tout un tas de choses que vous connaissez, du requêtage, du nettoyage de documents. Le but, c'est de faire du topic modeling avec des méthodes assez récentes. Donc, typiquement, on en a parlé tout à l'heure, des Sentence Transformer, donc BERT Co. Donc, il y a de la projection, de la réduction de dimension, du clustering, plein de choses. On s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, voilà, ce qui va compter ici, c'est la visualisation. Donc, je vais vous montrer la visualisation. Et surtout, je vais vous montrer ce qui se passe pour aller plus loin. Voilà. Donc, typiquement, on a une app interactive comme on pourrait la développer dans le cadre d'un hackathon, typiquement, hein, dans un notebook. Donc, vous voyez, vous avez une app interactive qui fait du topic modeling, qui, en fait, qui cartographie, en gros, l'espace sémantique qui est Reddit, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, c'est une application comme une autre. On s'en fiche un peu du pourquoi. Toujours est-il que, voilà, j'ai mon appli interactive, mais elle est dans mon notebook. Elle est pas du tout au niveau de la production. Comment est-ce qu'on sort de ça pour aller déployer ça sur notre cluster en quelques minutes? Alors, c'est la question et je vais essayer de vous montrer que c'est faisable. Donc, comment on fait ça? Donc, encore une fois, ce qu'il y a derrière, là, vous voyez juste des services, vous voyez un Jupyter, vous voyez un RStudio, vous voyez plein de trucs. Derrière, le socle commun à tout ça, c'est un cluster Kubernetes, donc sur lequel vous pouvez déployer des ressources Kubernetes et donc en particulier déployer ce que vous voulez et notamment des applications. Donc, regardons tout ça en étapes. Là, on est dans un notebook. Donc, typiquement, ce qu'on ferait si on voulait passer à de la production, entre guillemets, c'est qu'on va plutôt mettre ça dans des scripts Python pour que ce soit une structure de package. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, typiquement, là, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai plusieurs scripts qui ont exactement le code qui est dans mon notebook, mais qui est sous une structure de package. Parce que dans un notebook, bah voilà, on ne peut pas déployer quelque chose qui est dans un notebook. On doit avoir du code qui appelle des dépendances et bien structurer nos éléments. Donc typiquement, hein, si je vais voir, je ne sais pas, dans infrastructure, là, vous voyez tout le code qui va aller requêter la donnée qui est sur notre stockage. Si vous êtes dans l'application, vous voyez le pré-processing. Là, vous voyez ce qui lance l'application. Voilà, c'est exactement tout ce qu'il y a dans notre notebook, mais sous une forme un peu plus structurée de package. Donc ça, typiquement, quand on veut s'orienter vers une appli un peu de production, bah, c'est la bonne idée, c'est d'en faire des scripts, éventuellement un script, mais en tout cas des scripts, .py qu'on va pouvoir appeler en ligne de commande. La deuxième étape, c'est d'utiliser Docker, parce que sur Kubernetes, tout ce qui tourne, et donc typiquement quand vous lancez un Jupyter, ce que vous voulez, ce qui tourne, c'est une image Docker. Donc, du coup, la monnaie sur Kubernetes, c'est Docker. On parle qu'en Docker, on ne peut pas déployer autre chose. Donc, du coup, si vous voulez déployer votre application, bah, le coût, c'est vraiment ça, c'est de créer une image Docker de votre application. Alors, si vous avez une application assez simple et que vous avez bien structuré votre package, c'est finalement pas si compliqué. Donc, regardons par exemple à quoi ressemble mon Dockerfile. Donc, ce n'est pas un cours de Docker, hein. Je ne vous dis pas que c'est trivial comme sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez trouver des exemples très facilement
et qui peuvent vous orienter pour déployer quelque chose assez rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on décrit un peu ce Dockerfile, qui est vraiment la base de construction d'une image Docker? On part d'une image qui contient Python, tout simplement. On lui dit où c'est qu'on travaille, donc dans ce dossier sur l'image Docker. Ce qui est très important, c'est qu'on spécifie les packages nécessaires pour notre application. L'idée vraiment de Docker, c'est vraiment d'empacter tout le nécessaire pour faire tourner une application. Et donc tout le nécessaire, ça inclut au minimum le code source de l'application et toutes les dépendances bien spécifiées. Donc par exemple, si mon package utilise scikit-learn, pandas, etc., il faut que je le spécifie pour que tout ça se soit dans une petite boîte que je peux ensuite déployer. Donc typiquement, là c'est un environnement Conda, ça pourrait être un requirements.txt dans lequel j'ai spécifié toutes les librairies, pas à la main bien sûr, ça aurait été compliqué, dont a besoin mon application. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, là on copie le code source sur l'image, on lui dit sur quel serveur elle expose, et là on expose tout simplement notre application qui est en Bokeh, qui est un framework d'application. Donc voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas très compliqué. Il y a plein de templates qui existent et vous pouvez vous en inspirer. Voilà, ça ne s'invente pas, mais ce n'est pas non plus sorcier. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a créé notre image Docker, on est à 2 doigts de la déployer. On a juste, du coup, à expliquer à Kubernetes ce qu'on veut déployer et comment. Et donc, je vais vous montrer, c'est toujours 3 petits fichiers qui reviennent. Un fichier de déploiement, donc c'est une structure YAML. Donc, voilà, il y a tout un tas de trucs qui se retrouvent tout à fait dans la doc. La plupart des trucs, c'est vraiment issu de la doc. Il n'y a rien de très compliqué. Ce qui est vraiment important ici, c'est ça. Donc, j'ai construit mon image Docker et je lui explique où elle est, tout simplement. Et donc, Kubernetes va aller la chercher ici et va la déployer. Voilà. Ensuite, il y a deux autres éléments qui sont plutôt techniques. Celui-là n'est pas important. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez standard qui explique comment créer un service à partir de mon application. Et surtout, un ingress. Et donc, ça, c'est important. Parce qu'encore une fois, si on veut déployer quelque chose, on veut que les gens puissent y accéder de l'extérieur de notre cluster. Et donc, il faut qu'on déploie ça sur une URL. Et donc, du coup, là, l'URL, vous voyez qu'on la fixe ici. Encore une fois, tout ça, c'est quasiment issu de la doc. Et il y a des templates tout faits qui peuvent vous orienter. Donc, voilà, il n'y a pas de magie derrière. Tout ça, vous pouvez le retrouver et changer finalement assez peu de choses, c'est-à-dire pour l'essentiel, l'URL à laquelle vous allez le déployer. OK ? Donc voilà, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on est pas mal parce qu'en fait, on peut déployer notre application. Donc voilà, encore une fois, j'ai passé quelques étapes sous silence, je ne le cache pas, mais pour vous dire qu'il y a des templates qui existent et qui peuvent vous orienter là-dedans. Et donc typiquement, comment on fait en Kubernetes? C'est une petite commande qui s'appelle kubectl. Ça, c'est pour lui dire de lancer de la ressource de type Kubernetes, apply à partir d'un fichier. Et donc en l'occurrence, mon fichier, c'est les 3 fichiers de déploiement. Et donc, pour vous convaincre qu'il n'y a pas d'arnaque, je vais d'abord commencer par lancer l'URL. Hop, tac. Voilà, il n'y a pas de service. Une fois que je lance mes 3 petits fichiers, qui encore une fois n'ont rien de sorcier, vous voyez qu'il me crée donc mon déploiement, un service et un ingress, qui sont vraiment les 3 ressources fondamentales de Kube qui servent à déployer n'importe quoi à minima. Et donc, dans une dizaine de secondes, mon app sera en ligne, en tout cas, on l'espère. Là, c'est le moment dur. Voilà, elle est en ligne. Elle est un petit peu différente parce que j'avais un peu retravaillé l'image Docker, mais globalement, voilà. Et donc là, on est sur une app qui est concrètement en production. C'est-à-dire on est sorti du notebook, on n'est plus dans un notebook, on est vraiment sur quelque chose que je peux diffuser au monde entier, une URL qui contient l'application de mon app et que n'importe quel utilisateur peut aller voir. Voilà. Donc on l'a fait en même pas une dizaine de minutes. Bien sûr, en pratique, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pour vous dire que je pense que sur 2 semaines, c'est quelque chose à la fois de faisable et surtout de très intéressant. Ça fait vraiment toucher des frameworks et des façons de travailler qui sont vraiment, je pense, assez essentielles et même dans la data science moderne. Donc voilà, si vous avez envie de toucher un peu de Docker, de Kubernetes, ou de trucs comme ça, tout le cluster vous est exposé concrètement. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez et aller plus loin que les services qu'on vous met à disposition dans le catalogue. C'est pour vous dire que voilà, Onyxia, c'est une plateforme ouverte qui vise l'autonomie du data scientist et donc sur lequel vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième application? Il y en aura peut-être à l'usage. Encore une fois, on est disponible pour accompagner sur ces questions. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous indiquer où sont les ressources, où sont les tutoriels nécessaires pour vous orienter vers ça si c'est ce que vous voulez faire. Si vraiment c'est un type de rendu qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Voilà, et donc maintenant on va passer à la troisième partie de la démo qui est encore sur un sujet qui n'est pas tout à fait lié,
qui est celui de comment est-ce qu'on entraîne du machine learning, cette fois de manière un peu industrielle. Parce que du coup, l'idée, c'est que voilà, si vous faites dans vos notebooks d'entraîner des choses un peu à la main, ça peut être compliqué de garder trace de vos expérimentations. Il y a des services que va vous présenter PengFei sur le Data Lab qui permettent de faire ça de manière un peu plus industrielle. Et donc, je passe la main. Hop. Là, ça doit être chez toi. Tac. Ouais. Bon, merci. Merci Romain pour l'introduction. En gros, quand vous entraînez une modèle, en fait, vous savez tous, en fait, écrire le code pour entraîner le modèle, c'est très rapide, genre 2 ou 3 semaines, vous avez déjà le code qui marche, quoi. Mais le problème, c'est comment tuner, comment trouver le meilleur future, comment tuner les hyperparamètres pour avoir le meilleure performance dans ce modèle. Ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'écrire le code. Et le troisième truc, c'est une fois vous avez le modèle, mais pour le déployer en production, ça va prendre encore plus de temps. Donc, normalement, enfin, dans une entreprise, pour entraîner un modèle, ça prend 2 ou 3 semaines, mais pour le déployer en production, ça va prendre 1 an. Donc, pour réduire le temps de développement jusqu'au déploiement de modèles, en fait, notre plateforme aussi propose des solutions. Et avec toutes ces solutions, on peut réduire énormément de temps de développement jusqu'au le déploiement de modèles. Donc, je vais vous montrer un petit démo. Je vais simuler comme un data scientist traditionnel et comment il travaille, et avec notre outil, comment il travaille. Et vous pouvez regarder combien de temps on peut gagner. Ok, désolé. Voilà. Donc, dans la première étape, on va juste entraîner un body model sans utiliser aucun outil. Donc, le code est très simple. C'est juste un body scikit-learn qui entraîne un modèle en utilisant l'algo de random forest. C'est un truc c'est supervised learning qui fait une classification pour dire est-ce qu'un Pokémon est légendaire ou pas. Donc, voici, c'est le code. Donc, maintenant, je vais lancer. Donc, vous voyez, en fait, on a entraîné un modèle. Donc, j'ai dit, en fait, j'ai 3 hyperparamètres à utiliser. Donc, un estimateur, c'est le nombre de feuilles dans mon arbre. Et les max test, c'est les profondeurs de mes arbres. Et min sample split, c'est pour dire comment je divise les feuilles dans mon arbre. Donc là, j'ai tous les hyperparamètres, j'ai l'accuracy. Donc ça, c'est un job classique d'un data scientist, quoi. Et après, il doit noter tout ça. Après, il doit changer les hyperparamètres ou changer les sources, enfin, les sources de données pour entraîner le modèle. Et il doit trouver la bonne combinaison pour avoir le meilleur accuracy, quoi. Donc, ça prend du temps et on doit exécuter chaque fois et on doit noter ça soit par la main, soit on entre tous ces données dans une base de données et à la fin, on doit déduire en fait avec quelle combinaison on a le meilleur accuracy. Donc, vous pouvez imaginer combien de temps il faut pour trouver le meilleur combinaison. Donc, si on a un outil qui peut nous aider de finir cette tâche répétitive, on est content. Donc là, je vais vous introduire un outil qui est proposé par notre plateforme qui s'appelle MLflow. En gros, en fait, MLflow, il peut tracer tout ce que j'ai dit avant. En fait, il peut le tracer et les stocker quelque part automatiquement pour nous. Donc, on n'a pas besoin de faire ça à la main. Donc, voici un peu le code pour lancer les outils. Je vous explique un peu en gros MLflow. C'est juste un client qui lance mon code et en utilisant tous les hyperparamètres que j'ai entrés. Et si vous regardez. Et MLflow, du coup, c'est un service du catalogue donc, qui a été lancé au préalable, qui a été lancé sous forme de service. Vous pouvez le trouver dans le catalogue. Et donc, pour pouvoir l'utiliser comme ça, il faut le lancer, bien sûr, au préalable. Voilà. Si vous. C'est ML, voilà. Voilà, vous pouvez lancer à partir d'ici. Il n'y a pas grand-chose à configurer. Avec les configurations par défaut, ça marche déjà très, très bien. En fait, en gros, quand vous lancez c'est du détail. Hein. Si ça one has, je peux vous en parler. Si
si ça vous dit pas, en fait, si vous comprenez pas pour l'instant, c'est pas très grave. Donc, en gros, là, j'ai lancé mon commande, il a entraîné le modèle et il a stocké l'information quelque part. Donc, je vais vous montrer où il a stocké l'information. En fait, c'est un MLflow, j'ai déjà lancé avant. Donc là, je vais l'ouvrir. Oula. Voilà. En gros, en fait, ça, c'est l'entraînement que je viens de lancer. Donc, vous pouvez regarder, en fait. Là, il dit, en fait, il utilise quoi comme code source pour entraîner le modèle et c'est quoi les commandes. Et en bas, il y a tous les hyperparamètres. Genre, c'est quoi les données d'entraînement, c'est quoi les hyperparamètres, genre max test, mean sample split, estimator. Voilà, ça c'est quand même super intéressant en termes de reproductibilité pour vous, typiquement. C'est-à-dire que si vous faites ça dans un notebook où à chaque fois vous allez modifier à la main typiquement les ranges d'hyperparamètres que vous allez sur lesquels vous allez jouer pour fine-tuner votre modèle, bah, vous allez forcément perdre trace en fait, à la fois des résultats et des expérimentations que vous avez faites. Là, dans une page, c'est une expérimentation dans laquelle vous avez le code source qui a été utilisé, donc vraiment le code qui a servi à l'entraînement, vous en êtes sûr, l'accuracy que vous avez obtenue, les hyperparamètres que vous avez testés et le jeu de données. Donc tout est versionné ensemble, quoi. C'est vraiment un peu le guide pour presque du guide pour le machine learning, quoi. Voilà. Et non seulement les hyperparamètres, il enregistre aussi le modèle entraîné. Donc, en gros, ça facilite énormément la collaboration et la communication. Genre, si je collabore avec Romain, je dis, j'entraîne un super modèle qui a l'accuracy genre 99%. Romain va me demander comment tu l'as fait. Et si je montre les bouts de papier avec l'hyperparamètre, il ne va pas me croire. Mais avec ça, concrètement, je peux lui montrer non seulement comment le modèle est entraîné, et il peut télécharger le modèle et tester chez eux. Donc là, en termes de communication, c'est un autre niveau, quoi. Donc là, j'ai entraîné un seul modèle. En fait, comme j'ai déjà entraîné beaucoup, on peut aussi comparer les performances entre tous les modèles que j'ai entraînés. Hop, si je fais ça, je fais compare. Là, je suis en train de comparer tous les modèles que j'ai entraînés avant. Donc là, je peux regarder en fait avec différentes sources de données, le performance du modèle est différent. Et je peux aussi comparer avec autres hyperparamètres, genre je peux comparer avec la profondeur de mon arbre. En fait, vous pouvez remarquer en fait le meilleure performance, c'est 30 quoi. Plus on a si on augmente le test, enfin le profondeur de l'arbre, en fait, ça va réduire la performance. Donc on peut dire en fait c'est le valeur optimale pour avoir le meilleur accuracy, c'est des 30. Donc en fait, si vous avez assez d'échantillons, vous pouvez remarquer en fait à la fin c'est une distribution normale. Enfin, vous pouvez aussi comparer autres hyperparamètres. En fait, ça vous permet vraiment comparer facilement quel modèle est le meilleur avec quelle combinaison de hyperparamètres. Donc maintenant, on va partir sur un état. Enfin, en gros, l'architecture, c'est très simple. J'ai mon PC qui entraîne le modèle. Il va juste pousser les données, le modèle entraîné sur un serveur qui s'appelle MLflow Tracking Server, quoi. Il va tracer tous les hyperparamètres et les modèles. Donc maintenant, on dit, c'est bien, mais chaque fois, je dois quand même appuyer sur un bouton et je dois faire ça, quoi, chaque fois. Donc, c'est chiant. Est-ce qu'on peut entraîner beaucoup de modèles en parallèle? Et comme ça, au lieu d'attendre chaque fois, genre, si je dois entraîner 100 modèles, ça va prendre 10 heures, quoi. Mais si je peux entraîner 100 modèles en même temps, je peux finir le job dans quelques minutes. Donc, on va introduire un autre outil qui s'appelle Argo Workflow. En gros, c'est un outil qui nous permet d'automatiser le lancement d'un workflow.
Je vous montre aussi le SAS. Oh. C'est le fameux blocage IP dont j'ai parlé au début, sur lequel il ne faut pas se faire voir. On va le supprimer. Je peux le supprimer, recréer le truc. Ah, t'inquiète, si tu veux faire l'edit. Ouais, c'est ça. C'est bon. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas très intéressant. Ah ouais, il est ici. Donc en gros, quand je fais kubectl play, en fait, c'est comme ce que Romain a fait tout à l'heure. Il est en train de déployer un service sur notre cluster cube. En fait, le code, c'est juste ça. En gros, en fait, c'est juste pour dire qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque étape et comment chaque étape est reliée ensemble. Hop, je vais quand même changer le nom pour hop, V2. CTRL-S. Relancer le truc. Voilà. Donc maintenant, si je retourne, je vais retourner. Là. Ouais, ok. Là, si je clique sur running, donc là, ça c'est un workflow que je suis en train de lancer. Enfin, je viens de lancer. Donc vous voyez, en fait, au lieu d'entraîner un modèle en même temps, au lieu de lancer un modèle, là, j'ai lancé 6 modèles en même temps. Donc, et 6 modèles avec différents hyperparamètres. Sur le code, en gros, c'est ici. Donc, c'est ici, j'ai dit, en fait, pour chaque modèle, j'utilise quoi comme source, c'est quoi mon training data, c'est quoi mon hyperparamètre. Donc, j'ai 6 pods, enfin, j'ai 6 cerveaux qui est en train d'entraîner 6 modèles en parallèle. Si on revient sur notre MMFlow, en fait, pour chaque modèle entraîné, il va aussi écrire les données directement. Donc, moi, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Donc, j'ai juste attendre le job soit fini. Bon, le problème, c'est si on utilise beaucoup les ressources, il faut attendre. Il faut attendre. On a il y a des ressources libres pour qu'on puisse lancer les jobs. Voilà, mais ce que ça vous montre globalement, c'est quand même un des intérêts d'un cluster Kubernetes, c'est vraiment la possibilité de scaler on demand comme ça. C'est quelque chose que vous auriez beaucoup plus de mal à faire en local ou même sur une infrastructure qui n'est pas aussi flexible, on va dire. Là, cette capacité de lancer des images à la demande, à chaque fois une même image, mais en fait plein de fois, ça permet vraiment d'étendre le workload, mais de façon, d'un coup, simplement en spécifiant un fichier de configuration dans lequel on va lui expliquer, je lance à chaque fois la même image, par contre avec des hyperparamètres qui vont être différents. Et donc à chaque fois, c'est une même image qui tourne, du même code, mais avec des hyperparamètres différents. Et donc on a à la fois le versionning qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on a une page sur MLflow par expérimentation où on retrouve le code, les hyperparamètres, les résultats, tout ce que vous voulez. Mais en plus, on fait ça de manière vraiment... on passe à l'échelle facilement, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez appréciable. Donc, ouais, je vous explique, si ça va, je vous explique un peu c'est quoi l'architecture derrière. Donc, l'architecture, avant, c'est simple, mais maintenant, ça devient un peu compliqué. Donc, on a Argo Workflow qui orchestre notre workflow. Et après, quand on soumet le workflow, en fait, il va soumettre le workflow vers le Kubernetes API.
Et c'est le Kubernetes qui va lancer les pods. Pour chaque modèle, il va lancer un pod séparé pour entraîner le modèle. Et dans le pod, il va télécharger les codes, il va télécharger les données. Et une fois après l'entraînement, il va enregistrer tous les métadonnées et le modèle entraîné dedans. Et après, une fois on a fini l'entraînement, c'est pas encore fini. Ah, si, c'est fini. Donc, vous pouvez regarder, en fait, pour chaque modèle entraîné, en fait, c'est ça, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, en gros, il a créé un environnement virtuel, installé l'environnement et entraîné le modèle. Après, il écrit tous les données qu'il faut sur MLflow. Donc, maintenant, il faut que je rafraîchisse. Donc, quand l'entraînement n'est pas fini, vous voyez, il n'y a pas le modèle, il n'y a ni modèle, ni l'accuracy, il n'y a que les hyperparamètres. Mais maintenant, si je rafraîchis la page, donc, vous voyez, en fait, quand c'est fini, vous voyez l'accuracy, vous voyez le modèle aussi. Donc là, je peux dire, en fait, comme celle-là, c'est le meilleur, qui a le meilleur accuracy, je vais l'utiliser comme notre prochaine production. En fait, je peux dire, je registre ce modèle comme notre prochaine production. Hop. Donc, il est versionné. Hop. Là, si on va dedans, donc on voit la version 4. Donc, on a aussi un... il est où ouais, il est ici. Donc, après l'entraînement, le modèle, on peut aussi publier le modèle vers un modèle registry. Donc, une fois le modèle il est dans le modèle registry, en fait, tous les clients qui ont l'accès sur ce modèle registry peuvent réutiliser ce modèle. Après, je sais pas, on montre un peu aussi les trucs. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Okay. Voilà, ça permet de à la fois entraîner vraiment en parallèle et enfin scaler ses expérimentations et en même temps de diffuser très facilement. Et donc pour la collaboration, typiquement pour choisir le meilleur modèle à la fin et le partager entre les membres d'une équipe avec des droits d'accès éventuellement, c'est quand même assez idéal. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là. On vous a montré 3 choses un peu différentes qui sont des possibilités données par la plateforme Onyxia, qui ne peuvent pas vous servir pour ce hackathon, mais qui en tout cas vous serviront, je pense, en tant que technologie dans votre carrière. Et donc du coup, n'hésitez pas à les utiliser et à nous demander si vraiment vous avez envie de vous orienter vers ces technos, et notamment le déploiement applicatif ou l'entraînement de modèles un peu industrialisés. Voilà. Merci à tous. Merci. Si vous avez des questions. Merci Romain et Peng Fei. On va clôturer la matinée sur cette intervention. On vous retrouve à partir de 14h30 cet après-midi. Et effectivement, j'ai un rappel au fond de la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à alfred@lacapsule.co. Comme ça, on peut y répondre lors de la session de questions-réponses qui est prévue à 15h30. À tout à l'heure.